Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. On a quelques instants de retard parce que, évidemment, tout le monde est actif. Je remercie le ministre Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, d'être avec nous ce matin. Monsieur le ministre, c'est un moment important. Vous êtes très sollicité, mais en même temps, les gens veulent vous entendre. On a l'habitude de faire des gros événements à la Chambre avec plein de gens dans la salle. Sachez qu'on est bien au-delà de 400, peut-être qu'on est 500. Les inscriptions continuaient de gens intéressés à vous entendre. Je vais vous céder la parole dans quelques minutes. Vous allez avoir l'occasion de dire votre vision des choses présentement, puis ensuite on aura l'occasion d'échanger. J'ai des questions pour vous, j'ai des questions du public d'ailleurs. Mais avant de vous céder la parole, je voulais vous rendre hommage. Depuis le début de la COVID-19, on le sait, l'objectif, c'est d'agir vite. L'objectif, c'est de rassurer les gens. Mais l'objectif, c'est aussi de maintenir les services économiques essentiels en action, de maintenir des milieux de travail qui sont sécurisés mais fonctionnels. Et vous avez été très actifs. Et vous nous avez beaucoup sollicité. J'ai été consulté, j'ai vu à quel point vous avez été à l'écoute. Je pense que c'est un bon exemple d'un gouvernement qui agit en période de crise, mais en collaboration et en partenariat avec tous les intervenants du milieu. Et je voulais vous rendre hommage. Sans plus tarder, Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Je vous laisse prendre tout le temps que vous avez besoin, puis après, on pourra échanger avec les questions, dont des questions du public. Merci, Michel. Encore une fois, ça me fait plaisir d'échanger avec toi et de saluer les membres de la Chambre de commerce de Montréal, plusieurs que je connais, pour les avoir côtoyés, avoir fait des affaires ou peu importe les motifs, mais la Chambre de commerce est évidemment un partenaire majeur, même un incontournable dans le contexte sanitaire et économique que nous vivons. Évidemment, on a tous à s'adapter dans vos organisations. Nous, comme gouvernement, on n'avait pas anticipé être confrontés à un virus de cette virulence. Et on est à redéfinir une société par la voie de ces mesures et de ces programmes. Ce qui nous préoccupait d'abord, c'était les citoyens et les entreprises. Et après ça, on va parler, d'ailleurs, on s'y intéresse déjà beaucoup, au redéploiement des activités économiques. Tu as fait référence, Michel, aux services essentiels. C'est important de les identifier et de prendre une pause pour les secteurs qui étaient non essentiels. En même temps, on n'a pas voulu faire une liste de services essentiels qui étaient immuables ou statiques. On a d'ailleurs précisé dès le départ que même dans les services non essentiels, s'il y avait des activités qui étaient prioritaires pour assurer une reprise harmonieuse des activités économiques, il fallait les maintenir. Donc, on est soucieux de maintenir un bon équilibre entre la santé publique et l'économie. Il faut faire des sacrifices, on n'a pas le choix, on y est contraint. D'ailleurs, toute la littérature et tous les modèles à l'échelle internationale démontrent que plus on agit rapidement, ce sont les fast movers qui réussissent le mieux dans des contextes pandémiques comme celui que nous vivons. Et d'aplatir la courbe graduellement nous permet d'envisager un retour sur les rails économiques plus rapidement. Maintenant, évidemment, on vit dans un pays où il y a deux niveaux de gouvernement. Ottawa assume des responsabilités, nous assumons des responsabilités et on fait beaucoup d'échanges et de discussions avec nos homologues à Ottawa. On s'assure d'une complémentarité dans la mesure du plus possible, mais surtout pour éviter des dédoublements. Fait qu'il y a eu beaucoup de nouvelles, puis j'ai pas l'intention de m'attarder à toutes les nouvelles mesures. Là, vous connaissez la prestation d'urgence du Canada, vous connaissez les subventions salariales, soit le 10 % ou le 75 %. Nous, on a lancé à Québec, dès le départ, pour faciliter l'isolement volontaire des travailleurs, le programme d'aide temporaire pour les travailleurs, et on a fait ça avec l'appui de la Croix-Rouge. Souvenez-vous des incendies à Fort McMurray en 2016, le bilan avait été remarquable, et encore une fois, ça nous a permis d'être agiles, de verser des montants d'argent de 573 $ par semaine à au-delà d'une dizaine de milliers de personnes qui revenaient de l'étranger
ou qui étaient infectés ou qui avaient été en contact avec des personnes infectées ou qui avaient des symptômes, soit la toux, la fièvre ou des problèmes respiratoires. On a annoncé aussi un certain nombre de mesures et programmes. Mon collègue Pierre Fitzgibbon, Éric Girard, la même chose. Avec Éric, j'ai annoncé la semaine passée un soutien pour les salariés à faible revenu, ceux qui donc gagnaient moins que 575 par semaine. Et j'ai annoncé ce lundi, puis je pense que ça doit tous nous concerner dans le monde des affaires, un programme d'aide concertée pour la formation de la main-d'œuvre. On a souvent parlé de nos défis qui étaient spécifiques au monde des affaires. Il faut se servir de la pause actuelle pour développer notre main-d'œuvre, particulièrement celle qui est stratégique, l'adapter à des nouvelles réalités, redéfinir l'organisation de travail, profiter de l'occasion aussi pour parler de productivité, parce que la formation qui vise à accroître la productivité, elle est, selon moi, incontournable. Puis si on veut améliorer notre productivité au Québec, ça passe, Michel, tu le sais bien, vous le savez tous, par la numérisation, l'informatisation, l'intelligence artificielle, la robotisation. Et donc, quelle belle opportunité de s'assurer du rehaussement des compétences de notre main-d'œuvre. Puis parfois, ça réfère à de la littératie, à de la numératie, mais il y a plein d'opportunités. Donc, ce que j'ai annoncé lundi, puis je le redis, je l'ai fait en collaboration avec tous les partenaires du marché du travail, notamment vous autres à la Chambre de commerce de Montréal, le CPQ, la FCEI, les MEQ et la Fédération aussi des chambres de commerce du Québec, qui sont réunis à la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, c'est intéressant parce que ça injecte aussi un montant d'argent qui est intéressant. C'est jusqu'à 100 000 $ par entreprise. Si ça va au-delà de ça, on n'assume plus 100 % des dépenses admissibles, mais on partage à 50 % avec l'entreprise visée, ce qui excède 100 000 $. Mais ça, c'est pour les coûts des formateurs externes. Ça peut être des formateurs internes, mais ça peut être aussi des nouveaux formateurs reconnus par Service Québec. L'offre de formation, on l'a développée en ligne avec les universités, les collèges, les commissions scolaires, les ordres professionnels, mais cette offre de formation-là, elle sera bonifiée au fur et à mesure de l'évolution des besoins des entreprises du Québec. Donc, c'est 100 % des dépenses admissibles jusqu'à 100 000 $. L'offre de formation, elle est large, elle est ouverte, elle doit répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise et je veux m'assurer qu'on collabore bien. Ça va se faire par le biais des conseillers en entreprise. On en a 220 qui sont dans les 17 régions administratives du Québec. On en a une dizaine à Montréal. Ils sont à Service Québec. Ils ont maintenant les outils depuis qu'on a amorcé la grande corvée. C'est des personnes qui ont des tablettes, qui ont les outils informatiques, ils sont devenus de véritables consultants, puis ils vont vous guider. C'est un programme qui est simple d'application, il est effectif dès maintenant. La formation, peu importe sa nature, pour rehausser les compétences des salariés, pour accroître la productivité d'une organisation, lui permettre d'être pleinement compétitive au moment de la reprise des activités, c'est aussi un message extrêmement opportun à envoyer à nos employés. Et ça permet aussi de les fidéliser parce qu'il y a toujours des risques dans des périodes comme celle que nous vivons de perdre des employés qui peuvent avoir une incidence stratégique importante dans notre entreprise. Donc, il faut s'assurer de bien les maintenir en emploi. Dernier commentaire, Michel, lors du point de presse lundi, j'expliquais bien que je voulais assurer un arrimage total avec les programmes d'Ottawa, notamment les subventions, 75 % ou 10 %. Si une entreprise, bon, vous le savez, là, est capable de justifier une baisse de 30 % de ses revenus et qu'elle revendique la subvention salariale de 75 %, je n'ai pas l'intention de dédoubler. On va assumer 100 % des dépenses, mais jusqu'à concurrence de 25 % du total des heures rémunérées en formation. Si c'est 10 %
ça sera jusqu'à 90% des heures totales rémunérées. Et pour les entreprises qui ne retirent ni la subvention de 75%, ni celle de 10%, elles auront évidemment la possibilité de former leurs personnes pour la totalité des heures rémunérées durant la semaine. Donc, ça m'apparaît extrêmement bénéfique. Il y a d'autres mesures qui s'en viennent. On m'interpelle beaucoup sur les liquidités des PME, sur d'autres problématiques qui sont spécifiques à certains secteurs. Je travaille beaucoup avec mes collègues là à une stratégie de redéploiement ou de reprise des activités économiques. Vous avez vu les scénarios hier. On devrait atteindre un sommet à la mi-avril. Après ça, il devrait y avoir 2 semaines de relative inactivité, mais je vous dirais que la roue va recommencer à tourner quand même assez rapidement. Alors voilà, Michel, c'est peut-être des commentaires assez généraux, là, mais je serai ouvert à répondre à tes questions, bien sûr, et avec plaisir. Bien, merci. Merci, je trouve qu'effectivement, je le dis à la blague parfois, puis c'est pas une bonne blague nécessairement, mais on ne devrait jamais gaspiller une crise. Et je trouve que ce que vous dites au niveau de la formation, ça va dans ce sens-là. Si on est pris dans cette crise, essayons de faire en sorte de réussir à s'en tirer encore plus compétitif. Je vais simplement vous ramener sur un exemple, appelons-le plus concret. J'ai une petite entreprise, j'ai 25-30 personnes. Jusqu'ici, j'étais dans un domaine soit de commerce en ligne ou bien je vends à des entreprises et j'avais pas de site transactionnel. J'ai un site web où j'informais les gens un peu de mes produits sans mettre même les prix. Et là, je viens de réaliser que durant cette période-ci, si je veux avoir un peu de mes clients, il faut que je sois en ligne. Donc, je vais essayer d'acquérir de l'équipement, mais je vais avoir besoin de former du personnel à l'interne. Là, vous mettez en place un programme. Une petite entreprise qui n'est pas habituée doit aller vers Service Québec, va dire quel est le projet de formation. Le projet de formation va être admissible et là, l'entreprise va recevoir des sous pour payer pour la formation et pour payer aussi le temps de ses employés qui vont passer en formation. Oui, c'est 100% des salaires des employés jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure. Okay. Puis c'est les coûts du formateur externe et c'est les coûts aussi de réorganisation de tes ressources à l'interne. Parfois, il y a des frais qui sont inhérents à ça. Ton exemple est super intéressant. Moi, je veux que ce soit aussi beaucoup utilisé pour mettre en place des stratégies nouvelles de développement des affaires, pour accroître la compétitivité des entreprises. J'en ai parlé tout à l'heure, mais le commerce en ligne, il est devenu, vous le savez tous, un incontournable socio-économique. On a besoin de se raffiner dans l'exemple que tu soumets, Michel. Et donc, on trouve un formateur, soit en ligne, bon, on va voir ce que les universités, les cégeps, les commissions scolaires ou les ordres professionnels proposent comme formation en ligne. Puis après ça, avec le conseiller en entreprise à Service Québec, il va vous accompagner, puis ultimement, pour se faire payer, bien, ça prend la soumission, ça prend les factures, et ça, il y a un suivi qui est fait là, pour s'assurer que ça n'aille pas dans toutes les directions, mais ça va se faire de façon très fluide. On le fait d'ailleurs, Michel, dans d'autres contextes pour des mesures actives d'emploi, dans un contexte plus de rareté de main-d'œuvre qui va éventuellement revenir un jour, là, mais c'est aussi simple que tu l'as proposé, Michel. D'accord. Quelques petites questions techniques qui nous viennent du public. Premièrement, est-ce que les OBNL, les OSBL sont considérés comme des entreprises et si elles ont des besoins de formation et des initiatives de formation, est-ce qu'elles sont admissibles à cette aide? Absolument. Les OBNL sont, oui, absolument, elles sont des entreprises admissibles. Les seules contraintes, les seuls qui ne peuvent en bénéficier, c'est les organismes gouvernementaux, les ministères, les villes ne sont pas dans mon programme d'aide concertée que j'ai développé avec les partenaires du marché du travail. Mais oui, la réponse est oui. Parfait. Une autre question du public. On le sait, il y a des institutions et des organismes publics qui sont des organismes de formation. Tout ce monde-là a gardé son emploi et son plein salaire.
il y a des entreprises privées de formation et là, ça peut être des petites entreprises, un ou deux ou trois formateurs. La question, c'est évidemment, ces entreprises privées, j'imagine, sont accessibles comme formateurs et dans le programme seraient des coûts reconnus pour l'entreprise qui décide de faire appel à ces services-là? Oui, puis je veux en faire la promotion. D'ailleurs, hier, j'ai fait un webinaire avec tous les membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et même Ordre des conseillers en relations industrielles. Ils sont au cœur. Il y a beaucoup de personnes dans cette corporation professionnelle-là qui font de la formation, qui ont des firmes privées de formation. Et oui, ce que je dis, il n'y aura pas de procédure d'accréditation formelle. Je ne veux pas que ce soit compliqué, trop bureaucratisé. Je veux simplement que ces personnes-là s'identifient à Service Québec, que nos conseillers s'assurent de la légitimité et de la qualité de la formation. Puis après ça, allez-y, absolument, il y a une porte ouverte. Et quand je dis on assume les coûts des formateurs externes, c'est vraiment une opportunité extrêmement intéressante pour ces firmes-là. Parfait. Monsieur le ministre, on vient de parler de se former au temps de la COVID-19. On va basculer dans travailler au temps de la COVID-19. On le sait, il y a beaucoup d'entreprises de services économiques essentiels. On l'a vu dans la chaîne logistique, on le voit dans certains commerces de détail, évidemment l'alimentation. On voit le nombre de cas en même temps qui continue de croître. On peut présumer que dans toutes les entreprises qui demeurent en opération, il risque d'y avoir des cas. Comment les milieux de travail doivent aborder cette situation? Ce n'est pas nécessairement de la transmission sur les lieux de travail, mais des gens peuvent l'avoir attrapé ailleurs, arriver en lieu de travail. Comment est-ce qu'on fait en sorte que dans le prochain mois, il y ait le plus de situations où les services économiques essentiels fonctionnent malgré des cas qui peuvent apparaître? Bien, c'est aussi simple que de maintenir un environnement de travail qui est exempt le plus possible de tout risque pour la santé et sécurité de tes travailleurs. Puis en contexte pandémique, ça veut dire de bien identifier les risques et de s'assurer que les travailleurs puissent bénéficier de droits ou d'accommodements qui évitent la contamination en milieu de travail. On l'a vu notamment, Olimel, dans la région de Trois-Rivières, a fermé une usine pendant 2 semaines parce qu'il y avait une épidémie. On parlait de 8 cas, 9 cas, 10 cas. Donc, Olimel a pris la décision parfois qui était difficile là, de fermer pendant 2 semaines pour s'assurer de reprendre les activités dans un contexte sanitaire qui était supérieur. Je pense que ça se résume au respect des consignes sanitaires identifiées par la santé publique et réitérées sur une base quotidienne. Vous entendez le docteur Arruda le dire, le docteur Massé. Et partout dans les services essentiels, ça a été un enjeu. Dans certains secteurs, bon, tu référais à la filière alimentaire, c'est pas toujours facile, là, dans les abattoirs puis dans les salles de découpe. Dans le domaine de la construction, c'est pas toujours évident, là, les travailleurs qui étaient parfois entassés dans des roulottes pour manger, collés les uns sur les autres, ils n'avaient pas toujours accès à l'eau courante et au savon. Mais je trouve qu'au Québec, on a fait un effort collectif. Bon, le premier ministre référait à la statistique qui démontrait que l'État, que Québec, s'était distingué en matière de respect des consignes sanitaires, notamment la distanciation sociale parmi les États américains puis parmi les provinces canadiennes. Je trouve que le milieu des affaires s'est extrêmement bien adapté. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a un acteur qui m'apparaît extrêmement important, c'est la CNESST, qui s'occupe de tout le volet santé-sécurité. Moi, je les ai impliqués beaucoup, notamment avec les entreprises de la filière alimentaire, qui est non seulement un service essentiel, moi, ça m'apparaît fondamental à la vie et à la survie d'une société, mais dans d'autres secteurs, la construction, puis là, on est sur le point d'avoir un guide des meilleures pratiques pour permettre aux entreprises, peu importe le secteur d'activité, de respecter les consignes sanitaires dans leur environnement de travail. Ça a été extrêmement bénéfique et j'ai formé des comités paritaires, notamment santé publique, CNES, acteurs patronaux, acteurs syndicaux.
dans l'alimentaire, dans la construction et dans d'autres secteurs essentiels. Fait que le meilleur conseil, vigilance, s'assurer de bien identifier et de bien gérer les risques spécifiques à votre secteur d'activité et faire attention parce qu'il y a beaucoup de droits de refus qui ont été exercés en vertu de la loi Santé et Sécurité du travail, des salariés qui étaient anxieux, qui disaient moi, il y a un risque à ma santé et sécurité, il y en a un autre qui tousse près de moi, il y a quelqu'un qui est symptomatique dans mon environnement, donc qui revendiquent de refuser d'exercer leur travail en raison de ce danger-là perçu. À la CNEST, on a des enquêteurs, on en a 300 qui sont allés dans beaucoup d'entreprises. Je vous dirais qu'à ce jour, il n'y a pas de droits de refus qui ont été acceptés spécifiquement en raison de la COVID, mais on a, je demandais l'information ce matin, Michel, on a quand même eu un certain nombre de réclamations à la CNEST de personnes qui disent soit avoir subi un accident de travail ou soit avoir développé de quoi en raison d'un contact avec une personne infectée ou en raison d'un contact avec une personne symptomatique ou parce qu'il y avait des outils de travail qui n'étaient pas désinfectés. Là, ça va prendre évidemment la preuve d'un lien de causalité ou parce que la personne n'a pas pu se laver les mains puis va essayer de démontrer un lien de causalité entre son incapacité de laver ses mains et l'infection que la personne a développée. Mais il y a des réclamations qui ont été faites à la CNESST, mais à ce jour, aucune décision encore rendue. Puis j'essaie de suivre ces dossiers-là de façon assez intéressée aussi. Merci. Peut-être une autre question liée au travail au temps de la COVID-19, et ça touche, vous l'avez dit, la liste des services économiques essentiels. Depuis le début, on a bien vu que vous avez, en tant que gouvernement, vous et vos collègues, fait évoluer cette liste-là. Au moment où on se parle, on reçoit, nous, des questions parce que dans d'autres juridictions, ces listes sont parfois différentes. Évidemment, on pourrait se dire, c'est pas si important comment eux ont délimité ce que sont les services économiques essentiels, mais il en demeure pas moins qu'on a beaucoup d'entreprises qui exportent, qui font partie de chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans le secteur manufacturier. Et là, il y a un enjeu, c'est que si on est trop restrictif ici, on sort certains de nos joueurs de cette arène commerciale internationale et on pourrait les fragiliser, ils pourraient perdre des clients, des contrats, et quand la relance arrivera, bien, ils pourraient être déconsidérés. Comment peut-on faire évoluer cette liste et avez-vous d'ailleurs l'intention déjà de la faire évoluer maintenant qu'on sait que ça va durer un mois de plus? Bonne question, Michel. Elle évolue depuis l'annonce de la pause. Elle est encore évolutive. Ceux qui s'inscrivent dans une chaîne d'approvisionnement internationale où il risque d'y avoir une rupture qui aurait un impact permanent sur la poursuite des affaires ou la reprise de leurs activités, on est ouvert, on écoute et on ajoute des services économiques essentiels. Et même dans les services non essentiels, je l'ai précisé un peu plus tôt, Michel, s'il y a des activités à maintenir qui sont prioritaires, qui sont bénéfiques pour assurer une reprise harmonieuse des affaires, ça aussi, il y a des permissions. On ne voulait pas être au Québec dans une espèce d'état économique statique qui allait nous imposer des sacrifices au-delà de ce qui était requis, au-delà de ce que la santé publique le demande. Puis dans beaucoup de ces secteurs-là, on est capable de respecter les consignes sanitaires, fait que c'est pas forcément un enjeu. Ça m'amène, Michel, ce matin, j'étais en conversation avec mes collègues, puis je disais, dans certains domaines, là, comme la construction, pour moi, il y a deux impératifs incontournables à la reprise des activités. C'est un, la santé publique, puis deux, c'est la chaîne d'approvisionnement. Parce qu'il y a un autre enjeu, là, il y a des chantiers de construction stratégique, par exemple, au Québec, qui obtiennent des intrants ou des matières de l'étranger. Et il pourrait y avoir une rupture dans leur capacité de s'approvisionner en matière suffisante pour maintenir ces chantiers stratégiques-là en opération. Fait qu'il faut être prudent, là. Tu sais, si
puis je ne veux pas en identifier aucun, là, mais certains grands chantiers au Québec, ils me disent, Jean, même si tu nous demandais, même si on pouvait réouvrir demain matin, on sera obligé de fermer au bout de 7-8 jours parce qu'on n'est pas capable d'avoir tel matériau ou tel produit que nous importons. Fait qu'il faut tenir compte de cette réalité-là. Là, on ne vit pas en vase clos, on vit à l'échelle internationale. Fait qu'il y a deux volets à la chaîne d'approvisionnement, ce que tu soulevais, Michel, et ce que je viens de mentionner pour nos chantiers stratégiques et prioritaires. Monsieur le ministre, vous l'avez déjà abordé. J'essaie de faire la distinction là, maintenant sémantiquement entre le redémarrage de l'économie et des activités et la relance qui va nous mener vers un plein potentiel. Dans le redémarrage, c'est beaucoup moins ambitieux, mais en soi, c'est un immense défi. Ça va être éventuellement de se préparer et d'autoriser des secteurs, peut-être au niveau géographique, peut-être dans certains secteurs de l'économie, à repartir. On l'entend ces jours-ci, on sent qu'on est moins dans les décisions d'urgence, on regarde vers l'avant et on voit entre autres tout l'enjeu du secteur résidentiel. Il y a comme un effet domino majeur qui s'en vient. Des gens ont acheté des propriétés qui sont en construction, des gens ont annulé leur bail ou vont devoir quitter. Comment vous voyez un redémarrage ordonné et peut-être nous donner un peu d'indication sur comment est-ce qu'on peut, nous, la société civile, vous aider dans cette réflexion sur le redémarrage? Bon point. Puis il y a un élément, Michel, que tu as soulevé un peu plus tôt, là. On est évidemment à l'affût de ce qui se fait ailleurs au Canada, puis à l'échelle internationale. Puis je suis en contact avec des économistes aussi de l'étranger pour voir comment on peut redéployer, puis comment ont été identifiés les services. Tu sais, je reviens à la construction encore. En Ontario, ils n'ont pas adopté nécessairement la même approche que nous. Ils ont attendu plus longtemps, ils ont fermé, mais ils ont laissé les chantiers résidentiels ouverts, notamment les travaux de construction et de rénovation qui avaient été amorcés avant une date X et dont le niveau de parachèvement était au-delà de Y. Maintenant, le redémarrage, il va se faire, oui, par secteur, il peut se faire aussi par région. On est en train d'identifier ce qui est prioritaire, mais constamment, moi, je suis en contact avec les partenaires. Michel t'en fait partie. D'ailleurs, on se parle à toutes les semaines. Puis là, je vais de plus en plus vous inviter, puis vous faites vos commentaires, vous m'exprimez vos préoccupations, celles de tes membres aussi, Michel, à la Chambre à Montréal, mais je le fais avec la Commission des partenaires. J'ai un corridor de communication avec les chefs syndicaux, avec des personnes du monde de l'éducation, puis on essaie de le faire vraiment en équipe. Puis là, on va faire un petit peu on va faire quelques consultations, là. Mes collègues et moi, on a amorcé des consultations qu'on fait, pas des consultations hyper formelles, mais on veut légitimer notre processus décisionnel, puis on veut s'assurer qu'on le fait de manière, ce redéploiement-là, de façon ordonnée, de façon respectueuse des intérêts économiques du Québec et pour donner une impulsion nouvelle. Parce que quand on va sortir de la crise sanitaire, on va repartir, on va essayer de se rendre là où on était, mais on a aussi à définir une vision de l'avenir qui va probablement et qui va être forcément différente de celle que nous avions avant. On aura des nouveaux impératifs, des nouveaux objectifs, mais évidemment, on a une équipe qui est extrêmement ambitieuse. Mais beaucoup en équipe, Michel, puis n'hésitez pas, par ton canal de communication, tu le sais, tu peux me parler en tout temps. Tu as mon numéro de cellulaire. On a des communications plus formelles avec CPQ, FCEI, MEQ, puis Fédération des chambres de commerce, puis on va continuer à le faire. Puis je le fais avec d'autres partenaires. Ce qui me fascine, c'est que on a un réseau partenarial au Québec qui est distinctif, qui est supérieur, en tout cas, qui est totalement différent de ce qui se fait dans le reste du Canada. Formation de la main-d'œuvre, notamment, suite à des ententes Canada-Québec, ça relève de nos compétences. Puis j'étais heureux de le faire parce que la formation, c'est un outil tellement important puis essentiel pour les entreprises du Québec. Mais ce qui me fascine, là, je reviens à mon point,
c'est qu'au-delà du discours de paritarisme, la crise actuelle nous permet de vivre de façon concrète dans l'action ce qu'est le paritarisme. Puis je t'assure, Michel, les chefs syndicaux avec lesquels j'ai des entretiens, ils parlent le même langage que les acteurs patronaux. Ils ont, en fait, je leur dis souvent, on n'a pas d'intérêt divergent. Dans un contexte comme celui qu'on traverse actuellement, on a un intérêt commun, c'est le bénéfice des travailleurs, des entreprises et ultimement de l'économie du Québec. Peut-être, Monsieur le ministre, dernier sujet, qui n'est pas facile parce que ça va nous demander de regarder dans nos boules de cristal. On a ce redémarrage, il va y avoir beaucoup d'initiatives de relance, des budgets qui vont sûrement venir au niveau des gouvernements, des grands projets publics qu'on va vouloir relancer. Je voulais quand même qu'on parle de ce taux de chômage. On ne les a pas vus, les chiffres, mais on s'attend à ce que ça nous frappe dans quelques jours. On était en pénurie de main-d'œuvre il y a quelques mois à peine. On avait un grand débat sur le nombre d'immigrants qu'on devrait accueillir, puis sur l'efficacité de l'intégration des immigrants, notamment dans les régions. Devant nous, au sortir de cette crise, avez-vous l'impression qu'on va avoir du chômage structurel qui va durer, ou si on est dans une situation de chômage temporaire, conjoncturel, qui devrait se résorber rapidement? Que vous disent les gens qui travaillent avec vous au ministère sur l'avenir dans les prochains mois? Évidemment, ça peut être évolutif, mais moi, je fais partie des optimistes. Donc, je suis à peu près convaincu que le taux de chômage va se résorber de façon graduelle. Il ne faut pas oublier qu'il y a un phénomène démographique qui va se poursuivre, soit le vieillissement de la population. Donc, dans certains secteurs, comme les technologies de l'information, je n'ai pas l'impression que dans 6 mois, 8 mois, 9 mois, Michel, il y a quelqu'un, un entrepreneur qui va me dire, on est correct en TI, on a assez de monde en informatique, on a dans certains autres secteurs, en production cinématographique, dans la gestion, dans les secteurs névralgiques où il y avait une pénurie profonde de main-d'œuvre, ça va réapparaître de façon progressive. C'est ce que j'anticipe, mais c'est la raison pour laquelle je dis que toutes nos mesures actives d'emploi que nous avions amorcées depuis notre élection pour contrecarrer ce phénomène-là de pénurie de main-d'œuvre, on va les poursuivre, mais dans un nouvel environnement. Mais rappelez-vous, on avait changé un paradigme fondamental, on avait transformé nos conseillers en consultants, on avait transformé la façon, plutôt qu'accompagner des chercheurs d'emploi, on accompagnait des entreprises qui cherchaient des employés. Ça s'est fait de façon relativement efficace avec nos consultants en entreprise ou nos conseillers en entreprise. Mais j'avais 2 autres chantiers, le rehaussement des compétences et ça, dans le contexte actuel, avec le plan d'action concerté que j'ai annoncé lundi, on est encore dans cette mouvance-là. Puis mon 3e grand chantier que je menais avec mon collègue à l'économie et innovation, c'était l'augmentation de la productivité parce qu'on assumait des coûts, des frais et ça, on va vraiment continuer à le faire parce qu'il y a des écarts encore trop importants et j'ai pas l'impression que c'est le contexte sanitaire que nous vivons qui va réduire les écarts avec les autres pays membres de l'OCDE, les États-Unis, la France, les autres provinces, notamment l'Ontario. On avait, souviens-toi, Michel, on en a parlé souvent, des écarts beaucoup trop importants pour les laisser tels quels. Monsieur le ministre, vous avez mis en place des mesures, notamment celles sur la formation dont on a parlé, qui semblent être, je dirais, moi je les ai qualifiées de très stratégiques. Quand vous avez décidé qu'on allait aider les entreprises à former, à accroître je dirais, le capital humain, les talents des ressources au Québec, je me suis dit, quelle bonne façon de réagir à cette crise-là. Est-ce qu'on pourrait envisager que certains de ces programmes vont durer après la crise? Oui, c'est une réflexion que j'ai amorcée. Quand je disais tout à l'heure, on redéfinit nos mesures et nos programmes. Puis ce que j'aime dans notre façon de travailler, on essaie d'être le plus pratique possible et de répondre aux besoins réels de la société civile. Et donc, ce qui aura été mis en place, qui sera justifié
par la conjoncture dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, bien, on va le maintenir. Puis s'il y a des ajustements à faire, on va les faire. Il faut gouverner avec cette philosophie-là que rien n'est statique, tout est évolutif. Mon plan d'action pour la main-d'œuvre, partout où j'ai rencontré des acteurs puis partenaires du marché du travail au Québec, je leur disais, puis je m'inspirais de leurs idées. Ce que vous faites à Montréal, ce que vous faites à Gaspé, ce que vous faites à Val-d'Or, moi, j'aime le connaître, puis je trouve que c'est des initiatives, quand elles s'accumulent les unes sur les autres, en évitant bien sûr les chevauchements, elles sont bénéfiques pour la société et l'économie du Québec prise dans son ensemble. Peut-être un dernier point, Monsieur le ministre. Vous avez mis en place beaucoup de mesures. J'ai l'impression que les initiatives du gouvernement fédéral, vous l'avez dit, l'objectif, c'est que ça soit complémentaire. Je regardais juste avant qu'on entre en onde, Air Canada venait d'annoncer qu'ils annulaient 16 000 mises à pied parce qu'ils vont utiliser notamment le programme de subvention salariale du gouvernement du Canada. Est-ce qu'on pourrait se retrouver donc dans les prochaines semaines avec beaucoup plus de travailleurs qui sont réembauchés et qui pourraient basculer dans votre programme de formation? Et ma question, c'est donc, est-ce que vous iriez demander à vos collègues plus que les 100 millions de dollars s'il y a beaucoup d'entreprises qui réembauchent et qui en profitent pour former avec votre programme? La porte n'est pas fermée. Mon programme d'action concertée pour un maintien en emploi, il est tout à fait compatible avec les subventions salariales. Évidemment, c'est des subventions salariales qui visent à soutenir l'économie et qui visent à maintenir le lien d'emploi avec les salariés, qu'ils soient ou non stratégiques. Et mon programme s'imbrique bien là-dedans parce que l'entreprise, comme j'ai dit un peu plus tôt, qui reçoit 75% de subvention salariale, peut la compléter avec un 25% de subvention salariale, puis 25% des heures rémunérées le seront en formation. Oui, la décision d'Air Canada va peut-être même avoir un effet de contamination. Voilà. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'entreprises qui me disent être intéressés par cette subvention salariale-là. Évidemment, il y a toujours la démonstration du 30% là, qui constitue un enjeu, là, mais on verra, Michel. Je ne peux pas prédire avec certitude, mais les subventions salariales dans les pays où ça a été mis en application, ça a connu des succès relativement intéressants. Écoutez, Monsieur le ministre, d'abord, je vous remercie. Je pense que ce matin, là, moi, j'ai senti qu'on échange avec un niveau d'optimisme là, plus fort que depuis 2-3 semaines. On le sait, c'est la question sanitaire qui va décider de tout. Mais en même temps, les indications de ce qu'on voit en Europe, des indications de ce qu'on voit au Québec depuis quelques jours, nous mènent à pouvoir regarder les prochaines semaines avec plus d'optimisme et les prochains mois aussi. Vous l'avez dit, sûrement que notre réalité du travail va changer. Beaucoup de gens nous ont écrit en disant le télétravail va devenir la norme. On verra. Je pense que le contact humain, peut-être qu'on va l'apprécier un peu plus après s'en être privé. Mais assurément, d'un point de vue de nos réalités du marché du travail dans les prochains mois, on va devoir regarder ce qu'on a mis en place. Vous l'avez dit, s'il y a des bonnes idées, pourquoi pas les maintenir? On va devoir aussi regarder dans quelle mesure il y a des chômeurs qui ont de la difficulté à se réintégrer. Et merci de nous consulter, merci de nous écouter. Je vais me rendre le plus disponible possible et j'invite tous les membres, toutes les entreprises qui nous écoutent, qui ont des questions supplémentaires que je n'ai pas pu vous poser, Monsieur le ministre, à nous les acheminer ou bien à vous les acheminer. Et je rappelle aussi que les bureaux de Service Québec sont là pour aider chaque entreprise qui voudrait faire appel au programme que vous avez mis en place. Donc, les gens qui nous écoutent, si vous vous posez la question « Comment je fais pour y avoir accès? » On va vous donner ces informations. Évidemment, au ministère, on les donne. Mais, Monsieur le ministre, je vous laisse le mot de la fin, mais je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'échanger avec moi ce matin. Merci beaucoup, Michel. Encore une fois, ça a été un immense plaisir pour moi de communiquer avec les membres de la Chambre.
et de discuter avec toi aussi. Rappelons-nous que la discipline québécoise va nous rapporter des dividendes et c'est vraiment, puis là, ça fait peut-être un peu cliché, là, mais si on travaille, tous les acteurs et les partenaires intéressés à la reprise économique ensemble, on est condamné à réussir. Puis, raffermissons nos rapports, puis façonnons une société qui nous ressemble peut-être encore plus, qui sera meilleure et qui sera plus productive et beaucoup plus efficace au plan humain, au plan social et au plan économique. Merci beaucoup, Michel, et bon courage à tous ceux et celles qui nous écoutent aussi. Merci. Merci.